Bonjour, bienvenue sur la chaîne Approche Globale Autisme de notre association. Je reçois Jean-Marc Bonifay, que j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est l'une des premières personnes que j'ai rencontrées en arrivant dans le milieu associatif. Et au-delà du travail mutuel, j'apprécie beaucoup la personne. Donc, merci Jean-Marc de venir nous parler du milieu du travail, de l'entreprise et du parcours quand on est une personne autiste. Je vais te laisser la parole et puis on verra au feeling comment on discute ensemble. Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc, je vais essayer de donner quelques tuyaux concernant le fonctionnement autistique dans le milieu professionnel et des choses qui peuvent être mises en place pour faciliter l'inclusion au travail. Donc, bon, je rappelle que je suis un adulte autiste et papa d'un adulte autiste et que j'ai eu pas mal d'années dans le milieu professionnel, voilà. Donc en fait, lorsqu'on est une personne autiste, nos difficultés commencent dès l'entretien d'embauche, puisqu'on a des difficultés à comprendre les critères sociaux, les codes sociaux. On ne sait pas si on doit serrer la main au patron quand il se présente. On ne sait pas même où on doit placer sa main. Donc au départ, moi, par exemple, je les mettais derrière le dos. Après, j'ai appris que c'était mal vécu, qu'il fallait les mettre devant de manière ouverte et expressive. On ne sait pas se mettre en avant dans un CV, on met tout, au même niveau, sans mettre en avant ses compétences, bien, je sais pas, avec les codes couleurs ou autre, ça, on ne sait pas le faire. On ne sait pas également mentir sur le CV. Ce que je me suis rendu compte que beaucoup, pour par exemple, des psychologues qui ont fait 1 heure de formation sur un sujet, vont déclarer qu'ils ont cette habilité, cette compétence. Apparemment, ça se fait. Nous, on ne fera pas ça. On dira clairement, si on nous pose la question, qu'on a 1 heure de cours sur le sujet. Donc on est un peu déjà en difficulté par rapport à ça. S'il y a plusieurs personnes, dans la pièce qui s'expriment en même temps pour nous poser des questions de l'entreprise, on ne saura pas le gérer non plus. On ne peut parler qu'avec une seule personne à la fois. Si l'employeur s'exprime, avec nous avec des mots qui peuvent avoir une double connotation, on ne saura pas quel est le sens du mot. Donc ça va être difficile. Il va falloir privilégier des phrases courtes et précises qui n'ont pas de double sens. Donc si l'employeur n'est pas au fait des façons de fonctionner d'une personne avec autisme, l'entretien d'embauche, sera dans 99 des cas négatif, ce qui renverra à la personne autiste une image d'elle-même, heu, difficile puisqu'elle se dira: «Je ne suis pas compétente, on ne veut pas de moi», alors que ce ne sera pas lié à ses compétences, mais à tout cet environnement que je viens de préciser. On ne comprendra pas non plus l'expression faciale de l'employeur, c'est-à-dire que, par exemple, si on voit à un moment donné qu'on suscite son intérêt, par l'expression faciale, nous on le verra pas. Donc si l'employeur nous dit pas: «Ça m'intéresse», on ne pourra pas le décrypter que ça il y a un intérêt. On pourrait être aussi dans un monologue, n'étant pas dans l'interaction avec l'employeur et parlant d'une des parties de nos compétences qui est notre centre d'intérêt, qu'on peut parler et développer indéfiniment, sans comprendre que l'employeur, est agacé et qu'il voudrait qu'on passe à autre chose. On ne sera pas regardé dans les yeux. C'est souvent, ce qui est difficile de regarder dans les yeux et de réfléchir, de répondre à une personne. Donc ça pourrait être vécu comme de l'impolitesse ou une personne non franche. Donc déjà, dès le départ, on a cette difficulté-là, si en amont, il n'y a pas une sensibilisation de l'employeur par rapport à notre difficulté, nos spécificités de fonctionnement. Ensuite, lorsqu'on va dans une entreprise, idem, on n'aura pas les codes sociaux. Par exemple, la machine à café, où tout le monde se vient rencontrer son week-end, tout ça, nous, on ne saura pas faire, on ne saura pas participer. On ne saura pas et demander des nouvelles à chacun de nos collègues. On n'ira pas faire la bise non plus, parce qu'on n'aime pas trop le contact. Donc tout ça peut être pris pour: «Oh, cette personne a de l'ego, cette personne ne s'inclut pas dans l'entreprise, cette personne fait "jeu à part" entre guillemets». Et donc ça va nous causer des difficultés. Donc lorsqu'on a une personne avec autisme, il faut bien expliquer à tous les salariés que ce n'est pas du mépris ou un désir de se mettre à part, que c'est une incompréhension de ces codes. De même, lorsque une personne avec autisme est au travail, elle a tendance à se mettre direct au travail
et travailler sans s'occuper des autres qui peut-être, eux, chercheront une interaction et ne comprendront pas. Lorsqu'on a une personne avec autisme au travail, il faut obligatoirement établir une fiche de poste, car on est des penseurs visuels. Donc automatiquement, il faut une fiche de poste et qui explique, le détail par détail, on appelle ça un séquençage de tâches, comme, quelles, sont les choses qu'on doit faire et quelles sont les priorités. Car nous, on prend tout en vrac, il n'y a pas de priorité. Donc il faut nous expliquer que telle tâche est prioritaire et la fiche de poste permet qu'il n'y ait pas plusieurs, responsables hiérarchiques qui donnent des avis ou des ordres différents. Parce que ça, on ne comprendra pas, on sera perdu, on sera en difficulté lourde. Il faut faire attention aussi au niveau sensoriel. Le niveau sensoriel, c'est par exemple, une personne avec autisme peut ne pas supporter les bruits du téléphone qui sonne. Donc on peut, par la GFIP, organisme, prestataire qui finance, un employeur peut avoir des aides comme par exemple un casque qui sélectionne les bruits. On peut écouter les bruits des personnes qui nous parlent, mais pas des bruits environnement, ça se règle et ça, c'est payé, par l'organisme AGEFIP, encore faut-il le savoir. On peut, s'il y a des néons, au plafond, qu'on ne supporte pas en général les néons, c'est une lumière qui nous crée des problèmes visuels ou même des migraines, on peut avoir accès à des lampes avec ampoule, éclairage naturel, sauf si on a une vitre avec accès direct derrière nous de la lumière du jour. Mais sinon, on compense avec cette lampe-là qui va déranger personne puisqu'elle ne sera uniquement pour nous. Ça coûte pas grand-chose, c'est pris en charge aussi par la GFIP. Il faut également cloisonner, par exemple avec des paravents, s'il y a pas de place ou autre, de manière à ce qu'on ait un filtre entre les gens et nous. Ce filtre est important pour nous, pour qu'on puisse, se concentrer au niveau professionnel, sans se laisser perturber par ce que font les autres. Mais également, c'est comme une protection. Moi personnellement, j'aimais avoir une porte fermée, que les gens tapent avant de rentrer, de manière à me préparer socialement à les accueillir et de pas être pris au dépourvu, de pas savoir gérer socialement. Alors ça peut être vu, mais pour qui se prend celui-là? Il se prend pour un grand chef, il faut taper et cetera. Donc faut expliquer aussi en amont. Bon, j'ai vu de mon expérience que souvent, même expliquer, ça coince, parce que c'est pris comme des privilèges, parce que notre handicap est invisible et ne se voit pas. Donc tout de suite, il y a difficulté lorsqu'on demande une adaptation de poste. Cette adaptation de poste est de droit. On a le droit à demander tous ces aménagements, on a le droit à demander des fiches de poste, on a le droit même à demander un job coaching, qui souvent maintenant est financé également par la GFIP, si l'employeur en fait la demande. Donc il faut connaître ses droits, il faut que les employeurs soient en amont sensibilisés et il faut que, les collègues soient de suite sensibilisés. Sinon, ils vont dire: «Mais avant, il faisait avec, toutes les modalités, communes et maintenant il ne veut plus». Alors qu'en fait, c'est qu'avec le temps, on fatigue de s'adapter socialement à tout ce contexte et qu'au bout d'un moment, on peut plus cacher ce qu'on est et donc on sature, ça nous fait une sorte de burn-out et là, on s'expose à du harcèlement, des patrons qui croient qu'il faut nous faire rentrer dans le rang ou des collègues qui croient qu'on demande des privilèges avec des postes aménagés et au plus il se passe ça, au plus on se renferme, au plus c'est difficile pour nous, au plus on a anxiété et au plus on subit du harcèlement. Donc c'est très difficile, pour nous dans ce contexte, donc il est important que dans le monde du travail, il y ait une sensibilisation réelle de nos différences et que tout cela soit pris en considération. Et ne pas hésiter à voir le médecin du travail, le médecin de prévention pour qu'il fasse des recommandations, d'adaptation de poste. Donc ce sont toutes des choses qu'il ne faut pas hésiter à faire et ne pas attendre au dernier moment. Parce que si on attend le dernier moment, il sera trop tard. C'est des choses à faire en amont, en se servant justement des aides que peuvent avoir les employeurs. L'intérêt qu'ils ont à déclarer 6 de personnes handicapées pour pas payer de pénalité, parce que la loi oblige à recruter 6 de personnes handicapées dans les grandes entreprises. Le service public, c'est la même chose. Il y a des difficultés parce qu'il y a un cadre hiérarchique très, très poussé et qui ne permet pas à la personne autisme de pouvoir, évoluer sereinement si, il n'y a pas en amont une prise en charge, par les personnes responsables de la prévention du handicap,
pour sensibiliser toutes ces personnes. Alors de plus en plus, il y a des référents handicap maintenant qui sont sensibilisés, au niveau des volontés ministérielles récentes de sensibiliser sur le handicap invisible. Avant, on ne prenait en compte que le handicap moteur. D'ailleurs, les gens qui ont un handicap invisible, et pas que l'autisme, hein, un handicap psychique aussi et d'autres, étaient souvent exclus volontairement, car c'était, pour eux des handicaps trop difficiles à gérer, à comprendre. Donc ils préféraient quelqu'un qui manquait un petit bout du doigt ou, qui a une épaule un peu, voilà, un peu déficiente, des handicaps légers qui permettaient d'avoir les quotas. De nos jours, ça devient plus difficile de faire ça puisqu'il y a une certaine vigilance. Néanmoins, pour ceux qui ont été employés depuis très longtemps, ils ont dû vivre avec tout cela et donc souvent, après 40 ans, pour d'autres après 50 ans, mais souvent après 40 ans, il y a des burn-out professionnels très, très importants. Donc c'est là qu'il y a des dépressions qui viennent se cumuler, à l'autisme. C'est là aussi il y a des risques de suicide et de harcèlement accru qui peuvent pousser effectivement, à la mort. Et dans ces cas-là, on va dire: «Oui, mais c'est normal, c'était une personne fragile, elle avait des troubles psychologiques, elle avait ci, elle avait là» et l'entreprise ou le service public où évoluer la personne avec autisme ne sera pas mis en cause, car on mettra tout sur les troubles, autistiques et psychologiques. Voilà. Donc, après on a quelques capacités qui sont intéressantes pour les entreprises. Par exemple, on a les sens du détail. En comptabilité, par exemple, une personne avec autisme ne volera jamais, donc une loyauté, une, fidélité, une honnêteté à toute épreuve, ce qui peut être un problème dans d'autres emplois. Parce que, par exemple, si on veut nous employer dans le commercial, on ne pourra pas dire que tel produit est supérieur à tel produit en mentant. Ça, on ne saura pas faire. Ou alors, si on le fait parce qu'on nous oblige à le faire pour venger, on va finir par, en tomber malade psychologiquement, parce que ça va à l'encontre de notre façon d'être. Également, nous avons des jours où nous sommes moins rentables et des jours où nous sommes plus rentables. Alors c'est pas parce qu'un jour on est feignant et un jour on est travailleur, c'est qu'on a des difficultés qui sont pas forcément visibles. On a également des choses sociales qui se passent qu'on a besoin de digérer. Des fois, il nous faut plusieurs semaines pour digérer un vécu social difficile. On n'endort pas la nuit, on appelle ça la digestion sociale et ça ne sera ni compris ni accepté, mais ça fait partie de notre fonctionnement. On a une vision d'ensemble des choses qui n'est pas forcément celle des autres. On peut ne pas reconnaître une personne aussi parce qu'elle a changé de coiffure. Ce sont toutes des choses qui vont être mal prises, hein, parce que la personne va dire: «Mais tu me côtoies, tu me reconnais pas», voilà, des choses comme ça. On ne n'acceptera pas non plus qu'il y ait des choses qui sont pas dans la règle. Tout doit être strict au niveau règlement. On est très strict au niveau du règlement et on n'apprécie pas les compromis et les petites choses, qui sont faites en dehors des consignes ou des règles. Donc ça peut nous être reproché, on peut être, considéré comme psychorigide par rapport à ça, alors que, c'est logique de respecter les règlements de l'entreprise. Voilà. Donc tout ça fait que, ça peut être mal pris qu'une personne autiste soit en entreprise, non pas par rapport à ses compétences professionnelles, mais par rapport à sa façon d'être, avec les autres. On peut dire également qu'il faut favoriser les petits groupes au niveau du travail ou comprendre qu'une personne autisme peut aimer la solitude pour travailler. Ce sont des choses qui sont mal prises en travail parce qu'on cherche le travail d'équipe dans le management et le travail d'équipe, c'est pas ce que recherche une personne avec autisme. Elle préfère, avoir entre les mains toutes les possibilités de ses tâches et ne pas dépendre des autres, puisqu'il y aura du mal à travailler en équipe, que ce soit au niveau de la communication, même au niveau du départage des tâches. Parce qu'une personne qui voudra à tout prix faire telle ou telle tâche, alors que cette tâche est le centre d'intérêt restreint d'une personne avec autisme, ça va bloquer. Donc il y a des difficultés, qui au niveau de la communication, au niveau des partages des tâches, qui ne pourront pas être, aisées. Voilà. Après ça peut se travailler avec un nombre restreint de personnes, en anticipant. On ne supporte pas le changement. Si on arrive un jour de vacances, qu'on nous a changé de bureau, c'est le clash. Ça ne sera pas compris. On va croire que c'est de l'ego, de l'orgueil, mais c'est le clash assuré. Donc on doit anticiper en amont tout changement et l'expliquer et le travailler. Aucun changement, de dernière minute n'est possible.
systématiquement y avoir un trouble du comportement, de l'anxiété, quelles que soient les capacités de la personne autiste, ce n'est pas viable le changement, surtout s'il est répété. Donc ce sont tous des modalités, je dirais, importantes. Notre modalité importante, c'est que nous, on n'a pas de recherche du pouvoir, ni de la compétition. Des fois, en entreprise, on a affaire à des collègues qui cherchent le pouvoir et des patrons qui cherchent à faire de la compétition, pensant gagner, en compétitivité pour l'entreprise. Mais pour la personne autiste, ça fait l'effet inverse. Elle va perdre sa compétitivité, va perdre de ses capacités parce qu'elle va être stressée, en anxiété par le milieu anxiogène créé par la compétition entre collègues. Donc ça, c'est à éviter. Lorsqu'on parle également à une personne avec autisme au sein d'un groupe, elle va croire qu'on s'adresse directement à elle. Si on dit à tout le groupe: «Je ne suis pas content de vos résultats, c'est catastrophique», alors que la personne autiste, elle, a eu de bons résultats, elle va le prendre pour elle, elle va pas comprendre, elle va vivre ça comme une injustice. Donc il faudra préciser au niveau de l'employeur. Donc c'est très difficile pour un employeur évidemment, puisqu'il faut, être capable d'assimiler les différences et d'être capable de les appliquer. Si on les applique, on aura un salarié modèle qui sera très supérieur, aux autres en général. Voilà, c'est pas systématique, mais c'est général. Au niveau des compétences, on peut dire aussi qu'on a des centres d'intérêt restreints qui peuvent être utilisés. Si notre centre d'intérêt restreint est en lien avec notre emploi, l'employeur a tout gagné, ce jackpot, hein. Parce qu'on comptera pas nos heures, on comptera pas notre intensité, on y travaillera la nuit, on y réfléchira la nuit. Il y a pas de on fait pas la part entre le travail là et la maison. Si c'est notre centre d'intérêt, c'est notre centre d'intérêt, on vit que pour ça. Donc l'employeur a tout y gagné, mais en faisant attention à tout ce que je viens d'expliquer. Voilà, je pense que je vais pas les m'étaler trop non plus parce que je pense que ça fait beaucoup déjà d'informations, à moins que Corinne, vous ayez des questions à me poser, par rapport à ce que j'ai dit. Alors moi, j'avoue que je connais pas trop cette thématique-là. Est-ce que, par exemple, dans les lois du travail, il y a des lois spécifiques aux personnes autistes qui existent? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne doit pas leur faire dépasser tant d'heures de travail par semaine? Est-ce qu'il y a un code du travail pour les personnes autistes? Non, pas du tout. Il y a quelques possibilités d'aménagement de poste pour les personnes handicapées en général, mais pas de Mhm. spécificité autisme. Tout D'accord. est lié, à la démarche des personnes de bien vouloir faire, de leur mieux pour intégrer. Dans ce cas-là, ils peuvent se renseigner, être guidés, avoir des assistances de job coach ou autres, mais il n'y a aucune obligation, même pas des recommandations. Il est juste l'obligation d'embaucher 6 de personnes handicapées et la GFIF qui permet de donner les moyens à l'employeur d'adapter, mais aucune obligation. Et est-ce qu'on a une idée, par exemple, de pourcentage de personnes autistes adultes qui travaillent? Est-ce que ça a déjà été Oui, quantifié? alors en milieu ordinaire, c'est à peu près 1, D'accord. ce qui est ridicule, et on peut arriver jusqu'à 7 en prenant en compte toutes les formes d'autisme, en tenant compte aussi des ESAT, qui sont des établissements, protégés. ESAT où les personnes avec autisme ne sont pas toujours bien accueillies, parce qu'une personne avec autisme demande souvent un technicien référent individuel pour lui expliquer les tâches et pour être beaucoup derrière lui, donc la rentabilité est moins importante que pour d'autres types de handicap et la dimension, rentabilité reste présente même dans les ESAT. Donc il y a beaucoup de travail aussi, à mettre en place par rapport à ça. Il est noté que, une plus de lenteur dans certaines tâches pour les personnes avec autisme, parce qu'en fait, une personne avec autisme réfléchit aux habiletés sociales, au travail et aux relations avec les autres au sein de l'équipe. Donc doit réfléchir 3 fois plus. Donc ce qui passe pour de la lenteur n'en est pas. C'est qu'on analyse, 1000 données, là où les autres en analysent 2 pour, faire une seule tâche. Voilà, sauf si on établit une routine. Dans une routine, on n'a même plus besoin de réfléchir, on fait le travail de manière routinière. Mais souvent, on vient nous casser cette routine en demandant de l'adaptation, c'est une erreur puisque si c'est pas préparé en amont, ça mène, à ralentir, justement ce rendement. Et est-ce que ça existe, par exemple, parce que là, tout ce que tu nous as dit à l'oral, évidemment, je souhaiterais que tous les patrons d'entreprise écoutent. Mais est-ce qu'il existerait, par exemple, une plaquette «J'emploie une personne autiste»? Est-ce que ça a déjà Oui, été fait?
Oui, il y a des guides, mais qui n'arrivent rarement chez employeurs, sauf si, une association ou la personne concernée en fasse la démarche. Encore faut-il que l'employeur soit demandeur. Donc maintenant, souvent, il y a des campagnes de recrutement dans le cadre du handicap, y compris des salons. Dans ce cas-là, là, on peut venir avec ses plaquettes, on peut sensibiliser, on peut même faire intervenir des associations, l'association le fait. Mais ça demande un contexte précis. Sinon, on peut pas, arriver avec sa petite plaquette, s'il n'y a pas eu, un contexte particulier qui nous permet d'introduire la plaquette. Ouais, je comprends. Donc j'imagine que les chiffres du burn-out au travail d'une personne autiste sont, enfin, c'est énorme, quoi. Ça a dû arriver une fois à tout le monde, en fait. Ça arrive à quasi tout le monde. Mm. Très peu d'autistes arrivent à travailler après 50 ans. Dans le cas des maladies professionnelles et cetera, jusqu'à présent, on ne voulait pas entendre parler, puisqu'il était pas censé avoir des autistes au travail en milieu ordinaire. Beaucoup de d'autistes ont révélé leur autisme avec le temps, parce qu'il faut savoir que le syndrome d'Asperger, l'autisme sans déficience intellectuelle, n'a été reconnu en France qu'à partir de l'an 2000, que les professionnels n'ont été correctement formés et encore de manière très minoritaire que depuis 2010. Donc la plupart des diagnostics adultes, n'ont pas plus d'une dizaine d'années, et beaucoup se font maintenant, notamment pour les femmes, pour qui c'est plus discret. Car souvent on a un diagnostic qui est fait de manière clinique et les diagnostics cliniques, ne sont efficients et «faciles» entre guillemets pour des professionnels formés que s'il y a une déficience intellectuelle et des troubles très visibles. Sinon, ça requiert des tests souvent, ou des centres experts ou des tests spécifiques qui doivent être remplis. Mais, ces tests, il faut les acheter, il faut savoir les utiliser. Donc il y a cette difficulté-là aussi qui rentre, dans les paramètres. Et alors, avec le Covid, j'imagine que, enfin, c'est bizarre ma question parce que l'idéal, c'est que la personne autiste aille en entreprise et qu'elle ait quand même une vie sociale et qu'elle rencontre du monde parce que bon, bah, sinon, on reste à la maison. Mais peut-être qu'avec le Covid, j'ai l'impression que le télétravail, ça a convenu à beaucoup de gens qui, pour eux, c'était plus une facilité du coup parce qu'ils faisaient leur travail et ils n'avaient pas besoin d'aller voir leurs collègues, Oui. Le j'imagine. télétravail correspond quand c'est possible très, Mm. très bien, au fonctionnement de personnes avec autisme, d'autant plus qu'il peut y avoir des réunions de travail par visio, à condition qu'il y ait pas trop de monde, que ce soit assez codifié pour savoir quand prendre la parole, qu'est-ce qu'on attend de la personne. Le télétravail effectivement fonctionne, mais avec une fiche de poste précise, avec des tâches, précises. Par exemple, s'il y a un des dossiers à traiter, un nombre de dossiers établi en amont, qu'on sait exactement combien la personne avec autisme doit en faire par jour. Tout doit être codifié, préparé, avec un mode d'emploi et ça ne posera pas de problème. Au contraire, la personne avec autisme, va être beaucoup plus rentable. Il faut savoir que c'est souvent refusé. Moi-même, on m'avait refusé le télétravail, hein, voilà. D'accord. Mais c'était accordé à d'autres, Ok. voilà. Alors que que moi, je suis autiste. En me disant que étant autiste, les tâches que j'avais, on voulait pas me donner des tâches à responsabilité malgré que j'en avais déjà fait. Ne pouvaient être donc que des tâches faites sur place. Plus des tâches qui devaient être physiques, alors qu'on savait très bien que j'avais des capacités intellectuelles et que voilà, mais j'avais demandé un aménagement de poste, ce qui a posé problème. Ça a été mal perçu. Bah, Voilà. j'ai l'impression, pour avoir eu quelques retours d'autres personnes autistes, que c'est à partir de là que tout va mal. C'est quand il y a Catastrophe. des histoires comme ça, voilà. Et en plus, je pense que vous êtes des personnes un petit peu plus vulnérables par rapport à votre sensibilité. Et j'ai l'impression que c'est là qu'il y a du harcèlement Oui, et que, en fait, en gros, on fait comprendre qu'il faudrait partir de l'entreprise par vous-même. C'est ce que j'ai l'impression que ça arrive c'est ça. souvent et que, bah, après, vous avez peut-être les ressources ou pas pour vous défendre et que souvent, bah, ça amène donc à du burn-out ou des démissions. Voilà. Oui. J'ai À part l'impression que que ça quand on arrive souvent. démissionne, il faut savoir que selon le travail qu'on a, on n'a pas de chômage, rien du tout. Quand on l'a pas longtemps et on a encore plus de mal à retrouver de l'emploi. Mais également, nos taux d'invalidité sont souvent inférieurs à 80, donc on ne nous donne pas l'allocation adulte handicapé, la plupart du temps. Donc on se retrouve sans revenu. Et si on a un conjoint, même si on a droit à l'allocation adulte handicapé, on ne nous le donne pas parce que les revenus du conjoint rentrent en ligne de compte. D'ailleurs le parlement a rejeté la demande de ne plus prendre en compte les revenus du conjoint. Donc en plus, c'est ou alors il ne faut pas se marier
Il faut tout faire dans l'illégalité, vivre en colocation de manière cachée. Donc on nous incite à faire de l'illégalité alors qu'on ne supporte pas l'illégalité. C'est encore un vice du système par rapport aux personnes avec autisme. Ouais, mais bon, c'est la priorité du gouvernement, hein, apparemment l'autisme, donc bienvenue en 2021. Oui, ben ça va plus loin que ça, en fait, parce que le parlement, par exemple le Sénat, il y a aussi toute forme de partis politiques. Il n'y a pas que ceux du gouvernement Oui, bien sûr. et la majorité a voté contre. Du parlement, bon, il y a toute forme de politique et la majorité vote contre. Pourquoi? Parce que c'est un coût pour l'État, que ce serait pas que pour les autistes, mais alors que très peu ont la hache, puisque comme j'ai expliqué, on donne des taux d'invalidité souvent inférieurs à 50 pour un autiste qui a déjà travaillé et qui n'a pas de déficience intellectuelle, ce qui ne lui permet pas d'avoir ces aides-là. On n'a pas accès souvent au PCH. C'est une prestation qui est donnée pour nous permettre, par exemple, là, j'ai un souci, par exemple, avec un jeune Asperger qui a besoin de quelqu'un qui va lui apprendre à faire la cuisine, apprendre à faire le ménage, parce qu'il ne sait pas le faire. Mais on considère que vu qu'il a du QI et travaille, sa demande n'est pas légitime, donc on lui donne pas. Donc il faut préciser que, voilà, du coup, la personne peut se retrouver à perdre du poids, à être carencée, à vivre, dans des conditions déplorables parce que le système lui dit qu'il n'a pas le droit parce qu'il est passé handicapé. Voilà, donc Pourtant, toute ça cette coûte cher à la méconnaissance. société d'avoir une personne en burn-out parce qu'en attendant, elle ne travaille pas. Oui, mais au bout d'un moment, si on vous met en invalidité et sans AH, vous pouvez vous retrouver 400 ou 500 € par mois dans une extrême pauvreté. Il Beaucoup y a beaucoup de d'autistes sont précarité, hein, de toute façon, hein, Oui, beaucoup d'autistes sont SDF, notamment Asperger. Et ouais, et ça on n'en parle jamais. Donc c'est des faits aussi que je fais remonter. Bon, néanmoins, là, au niveau, il y a eu des progrès de fait. Il y a eu des sensibilisations, il y a eu par exemple, dans chaque ministère, il y a maintenant un correspondant handicap, quelqu'un qui est responsable du handicap. Ça n'existait pas avant. Il y a des sensibilisations sur le handicap invisible qui n'existaient pas avant, des formations risques psychosociaux obligatoires sur le handicap invisible qui n'existait pas avant. Tout ça, c'est venu des efforts, de la délégation interministérielle autisme. Le Mhm. problème, c'est que sur le terrain, même s'il y a une direction qui peut être donnée par cette délégation interministérielle autisme, c'est pas forcément écouté, D'accord. c'est pas forcément appliqué. Après, les gens vont dire: «Oui, mais on a des directives, mais on n'a pas les moyens, qui sont donnés». Parce qu'il y a toujours une question d'argent. Parce qu'on coûte plus cher que les autres si on a Ouais. besoin d'adapter notre poste, malgré qu'il y a la GFIP qui est là pour ça. Si on est dans un ESAT, on a besoin d'un technicien qui s'occupe plus de nous que les autres, hein, parce que je parle de toutes les formes d'autisme, hein. Bien Je ne sûr. parle pas que de ma forme d'autisme et ça a un coût et ce coût doit être financé soit par l'État, soit par l'employeur. L'employeur ne veut pas financer, ce qu'on comprend, c'est pas rentable pour lui, donc c'est à l'État de le faire. Après, il y a eu des primes qui ont été données récemment, ils ont doublé les primes apprentissage pour le handicap. Ça a été de l'année dernière. Donc c'est fait également par la délégation interministérielle autisme qui est derrière et qui pousse. Donc il y a eu beaucoup de progrès par rapport à ça, mais on a beaucoup aussi de petits seigneurs féodaux qui veulent pas le changement et qui bloquent tout. Et on a beau avoir des directives d'État, ils ont une certaine forme d'indépendance de certaines structures, de certaines forces, que je citerai pas, au niveau local, y compris fonction publique. Qui n'appliquent pas et qui font blocage et il y a pas de mesures coercitives contre eux possibles. Ils risquent rien. Voilà, donc on a beau leur dire que c'est la loi, que c'est les textes, on peut pas les Ouais. obliger. Voilà. Bon, Donc j'ai ben, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que voilà, j'espère que ça peut aider, bah, j'espère, des professionnels qui écouteront et puis ça peut donner des clés aux futurs employés qui pourraient dire à leur patron, oui, effectivement, il y a mmh, ça et ça, c'est vrai, j'imagine, tu es en entretien, il y a une secrétaire qui rentre ou le téléphone, ça peut gâcher un entretien. fini, oui. Alors C'est on saura plus où on en était.
on ne saura même plus d'où on en était. Donc ça Voilà, va le mal fil est marcher. perdu en fait. C'est terminé pour nous. On est obligé de faire un effort colossal pour essayer de retrouver le Mm, fil des idées. On risque de partir sur autre chose mm, ou de paniquer, ne retrouvant plus le fil de nos idées. Donc si on n'est pas guidé par l'employeur qui reprend la chose et qui mm. s'en sert pour, au niveau recrutement, dans le processus de recrutement normal, on va être mis de côté immédiatement. Mais, comme je le dis maintenant, on peut avoir des aides, par exemple, pour l'apprentissage double, pour recruter, une personne avec handicap, y compris d'autisme. On Mhm. peut avoir, du job coaching payé par la GFIP, l'attestation des postes permettant d'adapter tout ça et à condition de ne pas avoir des missions sociales, commerciales ou d'accueil, vous pouvez avoir un employé qui sera même plus efficace que la norme, mais ça demande un certain effort, une certaine volonté d'adaptation et d'effort de comprendre l'autre. Donc souvent, ça vient d'employeurs qui ont dans la famille, des autistes ou qui ont connu l'autisme, Ouais. d'un voisin ou autre, mais c'est rare que la démarche soit faite directement. Voilà, d'où les campagnes de sensibilisation qui sont très, très importantes, qu'elles soient de l'État, du milieu professionnel ou qu'elles soient des associations. Bah, en espérant aussi que, bah, voilà, que les gens qui travaillent en entreprise et voilà, qui travaillent aux côtés d'une personne autiste bah, écoutent ce genre de conseils, voilà, de traits de l'autisme pour qu'ils puissent aussi eux comprendre. Parce que comme c'est toujours le même problème, comme l'autisme est souvent mal compris ou mal perçu ou on n'est pas assez informé, bah, ça donne lieu à des problèmes dans la société, dont le milieu du travail. Voilà. Donc c'est déjà énorme. J'imagine quand certaines personnes autistes arrivent à aller travailler, parce que bah, c'est rare, comme celles qui vont à l'école, c'est rare. Donc, tant qu'à faire, bah, autant que ça se passe bien, parce que bah, c'est des chances qu'il ne faut pas enlever à la personne. Et puis, beaucoup veulent aller au travail, mais il y en a aussi peut-être qui sont réticents à y aller parce qu'ils savent qu'il va y avoir quelques difficultés. Il y a des risques de harcèlement, Et d'incompréhension, voilà. C'est qu'on et donc veut, il y a des mais qu'après, voilà, on sait on va se ouais. confronter à tel ou tel problème aussi. Donc, il faut Après il y y a des aller d'une autistes manière assurée. Voilà. Mm. oui, après il y a des autistes qui ne veulent travailler que dans leur centre d'intérêt. Alors là, il y a un gros Mm. blocage parce que de nos jours, c'est déjà dur de trouver un emploi, donc que dans son centre d'intérêt. Donc Ah ça oui, oui. existe aussi, et ça, c'est pas compris au niveau des MDPH, maisons départementales du handicap, et qui du coup ne vont pas louer d'allocation adulte handicapé, pensant que la personne fait exprès de ne pas vouloir travailler, qu'elle est feignante. Alors qu'elle n'est pas feignante, c'est juste que vraiment, elle n'est pas en capacité de travailler autrement que sur son centre d'intérêt. Bien sûr. Alors il y en a certains qu'on peut aider un peu, à les motiver, mais sur du long terme, de toute façon, ça ne marchera pas si elles sont dans cet état d'esprit, ça ne fonctionnera pas. Mm. Voilà. Bon, mais je donnerais quand même de l'espoir à savoir que c'est plus facile de travailler maintenant, de rentrer en entreprise en étant autiste, si en ayant pris par un salon, par exemple, du handicap ou en ayant démarché, que ce soit par le Cap emploi ou autre, que la personne sait que vous êtes, avec cet handicap, et il ne faut pas hésiter à mettre immédiatement en amont du travail tout ce dispositif d'aménagement de poste, de sensibilisation. Parce que si on le fait après, c'est trop tard, Bien ce sûr. sera mal perçu. Donc les gens de ma génération, c'est trop tard parce que lorsqu'on arrive avec une demande d'aménagement de poste, on se fait virer ou pousser vers la sortie. Voilà. Mm. Merci de m'avoir invité en tout cas Bah, merci et beaucoup et merci d'avoir donné cet éclairage-là, parce qu'on n'avait pas encore donné la parole d'une personne autiste sur le milieu du travail et je pense que ça parlera beaucoup voilà, de personnes qui fréquentent la chaîne. Et bah, merci. Eh ben, bonne fin de journée à toi. Au merci, bonne revoir. journée. Au revoir. Merci.